Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Fresh Gaming. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des j'aime, commenter, partager si le contenu vous plaît. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup un nouveau Tech Actu. Donc on va voir ensemble un peu ce qu'il y a eu comme nouveauté cette semaine. Bon, il y a pas, c'est pas spectaculaire, mais voilà, il y a quand même quelques petites infos qui pourraient vous intéresser. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti les amis. Let's go, on perd pas de temps, on va direct à l'essentiel. Alors, on va commencer très simplement, voilà, par une petite info assez insolite que j'ai trouvée. En fait, c'est un mec, voilà, en gros, il a dit comme quoi, voilà, les tours PC coûtaient beaucoup trop cher pour ce que c'était. Et lui, du coup, il voyait pas l'utilité de, de mettre son PC dans une tour. Donc, il a tout posé comme ça sur son bureau en bois. Là, voilà, on va dire que c'est du bon travail à l'arrache. Bon, en soi, ça a fait un petit peu polémique, hein, mais je pense pas que ça soit le seul mec qui fait ça. Euh, bon, dans ces cas-là, il devrait plutôt acheter un boîtier de bench à ce moment-là, si vraiment il aime bien garder ses composants à l'air libre. En soi, c'est pas ce qui est le plus dangereux en soi, c'est qu'il renverse un verre, quelque chose. Il suffit que le mec il boit son café à côté ou quoi et que ça tombe, ça comporte des risques forcément. Donc ne reproduisez pas ça. Ça reste quand même des composants électroniques et du coup électriques, hein. Il y a de l'électricité qui passe quand même dans tout ça. Donc on n'est pas à l'abri d'un court-circuit ou quoi que ce soit. Et puis la poussière, hein, là vous voyez bien que c'est poussiéreux, hein, à fond. Donc au bout d'un moment, ça va, c'est jamais bon, hein, la poussière électronique, c'est vraiment pas bon. Il pourrait au moins passer un petit coup d'air, histoire de retirer tout ça. Mais bon, voilà, après chacun fait comme il veut. On enchaîne du coup. Alors là, je pense que c'est une news qui est plutôt intéressante. Elle est tombée là il y a pas longtemps. Je pense qu'elle a dû tomber soit dans les jours, soit peut-être aujourd'hui ou hier, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une news qui est très récente. Et du coup, le constructeur EK a fait un partenariat du coup avec Derboyer. Voilà. Donc c'est plutôt cool parce que du coup, ils ont réussi à créer un IO, donc un refroidissement liquide pour processeur directement équipé pour un direct die en fait. Donc pouvez, euh, vous pouvez directement le poser sur votre processeur avec l'IHS de retirer et du coup là on voit que ça a été vraiment bien étudié pour les processeurs LGA 1700, donc des sockets LGA 1700, voilà. Donc oui, voilà, bah, de toute façon, on en arrive à là, hein. Forcément, on arrive à un stade où les processeurs chauffent beaucoup trop. La dissipation thermique est très très mal faite, due justement aux IHS qui sont trop épais, des fois qui sont mal. La patte thermique qu'il y a entre l'IHS et le DIE, bah, du coup, c'est pas toujours de haute qualité. L'IHS est souvent très épais, voilà, donc la dissipation se fait pas toujours comme on le souhaite. Il y a aussi le fait que l'IHS n'est jamais à plat, hein. C'est pour ça qu'en général on met de la pâte thermique, hein, c'est pour pouvoir combler en gros les trous qui font que l'IHS n'est jamais très droit. Et puis un dissipateur, que ce soit un dissipateur à air ou à eau, les surfaces ne sont jamais planes non plus. Donc là, ça réduit quand même beaucoup tout ça, le fait de passer en direct die comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, de toute façon. Ça permet de refroidir. Alors là, ils expliquent en gros que si par exemple vous le faites vous-même, forcément vous perdez la garantie, déjà dans un premier temps, du processeur. Et vous avez une autre option, sinon, c'est de passer par un professionnel pour faire retirer l'IHS. Et à ce moment-là, s'il y a un problème pendant le processus, ils vous rembourseront le processeur ou ils l'échangeront contre un autre. Que si vous le faites vous, il y a aussi des risques que vous abîmiez la puce, en fait, hein. Donc voilà, bon, dans tous les cas, dans les deux cas, vous perdrez la garantie. Ça, c'est sûr. Mais dans le deuxième cas, si vous faites appel à un professionnel spécialisé dans ça,
euh, vous avez moins de chances d'abîmer la puce, dans tous les cas. Et si jamais cet outil est aussi vendu par EK, alors il me semble que Derboyer aussi en a à vendre sur son site. Il me semble que ça a été un des premiers d'ailleurs à les vendre, mais maintenant, il faut croire que c'est vendu aussi par EK. Donc voilà, on vous pousse de plus en plus à supprimer vos, euh, vos IHS. Donc c'est un peu comme les GPU quand on les passe sous eau, hein. C'est du direct die, hein, de toute façon. Mais c'est toujours pareil, on perd la garantie, sauf si vous achetez un GPU déjà équipé d'un waterblock. Et normalement, vous n'êtes pas censé perdre la garantie, mais bon, ça aussi, ça reste à confirmer. Allez, on passe à la prochaine news. Donc là, en gros, c'est un refroidissement hybride, donc air plus liquide, pour les nouveaux SSD Gen 5 qui sont en train d'arriver là, de plus en plus. Et certes, ces nouveaux SSD atteignent des vitesses d'écriture et de lecture incroyables, mais ça chauffe incroyablement aussi. Et il faut savoir qu'un SSD déjà de Gen 4 en général, dès que ça commence à taper dans les 70 degrés, ça comporte un risque d'usure prématurée pour le SSD, donc pour toutes vos données aussi qui sont enregistrées. Et en général, il y a un thermal throttling qui se fait en général à partir de 70 degrés. Vous commencez déjà à perdre en performance sur, sur vos Gen 4. Voilà, donc il faut éviter de dépasser toute cette température-là. Et là, ils vous ont créé, donc c'est qui? C'est MSI. Je crois que c'est MSI, ouais, qui ont créé en gros un refroidisseur hybride. Donc là, vous voyez, il y a le petit, là, il y a le petit radiateur. Ici, on a un ventilateur. Il y a sûrement une petite pompe dedans parce que tout ça doit être branché électriquement à part en fait de la carte mère parce qu'apparemment la carte mère ne peut pas gérer, fournir assez de jus pour le SSD et ça en même temps. Donc il y a un câble qu'il faudra sûrement relier à votre alimentation. Et je pense qu'ici on voit on a deux tuyaux sur les côtés, donc on a sûrement l'eau qui circule comme ça, qui tourne. Et on a peut-être une petite pompe à ce niveau-là qui sort, qui rentre et qui sort l'eau. Et je pense que le ventilateur doit aspirer l'air à ce niveau-là et faire ressortir l'air en mode blower par là pour que l'air soit toujours expulsé vers le haut au niveau du radiateur. Donc à moins que je me trompe, hein, à moins que je me trompe, parce qu'on voit pas bien, c'est vrai qu'on n'arrive pas bien à voir. Après c'est possible, hein, si il y a le radiateur là, l'eau elle passe là, tac, elle sort ici, elle rentre là, ici, il y a une tête de pompe qui refait ressortir par là. Ouais, ça serait possible. Un espèce de IO, en fait, du coup. Une espèce de IO pour SSD. Donc, à part si je dis des bêtises, si je dis des conneries, vous me le dites en commentaire. J'ai pas lu l'article, j'ai juste lu à peu près le titre. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Donc, moi, je pense que c'est ça. Après, il parle d'hybride dans le sens où il y a un ventilateur. Euh, Dans le sens où il y a un ventilateur et qu'il ne se mettrait pas forcément en route tant que le SSD n'atteindra pas une certaine température. Alors, est-ce que l'eau circulerait en attendant ou pas? Ça reste à confirmer. Je crois qu'ils n'en parlent pas plus que ça dans l'annonce. Voilà. Bon, à voir par la suite. Mais bon, ça commence à être un peu abusé, je trouve, pour les SSD Gen 5. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Alors ça, c'est bien pour quelqu'un qui n'a pas un water cooling custom. Mais si demain vous avez un water cooling custom ou que vous souhaitez en mettre un ou que vous pouvez, bah, en fait, il y aura juste le water block ici, là, et puis là, il y aura les deux entrées pour les tuyaux et vous faites passer vos tuyaux et tout. Euh, voilà, ça prendra toujours moins de place que ça sera toujours plus esthétique. Alors, c'est souvent très compliqué parce que vous savez, les SSD M2, les NVMe, ce type d'SSD, en général, vous avez vu, il y a l'emplacement prioritaire est souvent juste un peu en dessous du CPU. Alors, vous avez d'autres emplacements plus bas, mais le premier en général est souvent sous le CPU. Et ça peut être assez compliqué de faire passer les tuyaux par là. Fait quand on a une boucle, CPU, GPU, etc., c'est vrai que ça peut être assez compliqué de passer du processeur
au SSD et d'enchaîner avec la carte graphique. Vous savez, quand on a vraiment tous les éléments reliés entre eux, c'est souvent assez complexe. La plupart du temps, on passe du CPU au GPU directement et les SSD, on les laisse en passif avec un petit radiateur. euh, Pas un radiateur, oh là là, comment ça s'appelle? Un dissipateur, voilà. Et, euh, et en général, ça fait le boulot parce que les Gen 4, certes, chauffaient beaucoup plus que les Gen 3, mais quand même, on arrivait avec un dissipateur à avoir de bonnes températures. En général, on dépasse pas 60-65 degrés dans les cas extrêmes en général. Et puis en hiver, on dépasse rarement les 50-55 degrés avec un bon dissipateur. Voilà. Donc il n'y a pas d'utilité à passer le SSD en sous-eau, mais les Gen 5, je pense que ça va être presque obligatoire. Donc, pour qu'ils nous sortent tout le temps des trucs comme ça, c'est que vraiment, si c'est pas ça, ils vont nous sortir des dissipateurs d'une taille phénoménale avec des ventilateurs dedans et tout. Donc, c'est que vraiment, ça doit vraiment chauffer, quoi. Enfin voilà. En tout cas, encore faut-il avoir l'utilité des Gen 5, l'utilité d'avoir besoin de toute cette lecture, cette vitesse de lecture et d'écriture. Franchement, en jeu, clairement, il y en a pas l'utilité, en tout cas pour le moment, hein. Ça, c'est sûr. Bon, on enchaîne avec la console de chez MSI, la console portable de chez MSI. Donc, ils n'arrêtent pas d'en parler, là. Ça commence à faire 2 semaines, là, que ça y est, ils envoient la com. Et il y a quand même des petites choses intéressantes, finalement, avec cette console. Certes, c'est pas destiné à tout le monde. C'est pas, voilà, il n'y a pas tout le monde qui aime jouer sur des petits joysticks comme ça. Voilà, c'est destiné à un certain public, on va dire. Et moi qui ai énormément joué à des consoles portables de ce type quand j'étais plus jeune, je me vois mal revenir à des aussi petits écrans et des petits joysticks comme ça. Je pense que j'arriverai même plus à jouer en fait avec des petits joysticks comme ça. Déjà quand je joue à la Switch, c'est limite. Et donc il y a quand même des petites choses intéressantes sur cette machine. Bon, on a quand même un écran Full HD, ce qui est pas mal, en IPS, donc qui est capable de produire quand même de bonnes couleurs. Je comprends pas pourquoi l'écran n'est pas en OLED. Voilà. Enfin bref. On a un taux de rafraîchissement de quand même de 120 Hz, ce qui est énorme, hein, pour un écran de cette taille. Écran tactile et 100% sRGB typique avec 500 nits. Voilà, donc dû à la dalle IPS, mais on est clairement en dessous d'une dalle OLED, ça c'est sûr. Mais c'est mieux de l'IPS que de l'LCD ou d'autres technologies, en tout cas. On a des gâchettes et joysticks à effet Hall conçus pour jouer avec une pression microscopique. Donc ça, bon, oui, ok. D'après ce qu'ils disent, il y a une bonne batterie dedans à voir, mais ça, c'est à voir. On a une technologie au niveau du refroidissement qui redirige le flux d'air vers les composants internes froids. Bon, voilà. Et ce qui peut être très intéressant aussi, c'est qu'on a des transferts rapides et une connectivité étendue avec Thunderbolt 4. Voilà. Ok, ok. Pesant 675 grammes. Ça va, au niveau du poids, 675 grammes pour une console comme ça, c'est pas si lourd en vrai, hein. En vrai de vrai, hein. La batterie, elle a l'air énorme au niveau des specs, mais je pense que ça doit bien consommer quand même. Je pense pas qu'on soit à plus d'une heure ou 2 heures de. Eux, ils annoncent 2 heures, apparemment. Peut-être à pleine charge, 2 heures à pleine charge. Presque c'est beaucoup, pas beaucoup, ça je sais pas. Peut-être qu'en mode éco, il y a moyen de tirer sur 3 heures. 3 heures avec une machine comme ça, avec autant de puissance, je dirais que c'est quand même pas mal en vrai, mais bon. Et là, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une connectivité, il y a le Wi-Fi 7 qui est dedans. Donc franchement, la machine est quand même bien à jour. On a un Bluetooth 5.4. Même chez moi, je suis en Wi-Fi 6, je crois, je ne suis même pas en 7. Donc pour vous dire qu'elle est quand même bien avancée déjà à ce niveau-là. Donc déjà, ça permet un multijoueur sans lag, très stable. Donc ça, c'est très bien avec un minimum de ping. Si vous avez une bonne chip chez vous avec le Wi-Fi 7, franchement, vous n'aurez pas de souci au niveau du multijoueur. Ça, c'est sûr. Et voilà, hein, on a capacité de stockage 1 TO ou 512, sûrement. Il y aura 2 modèles peut-être. Voilà. 16 Go de mémoire. Non, c'est une bonne console en vrai. C'est une bonne console remplie de belles technologies. Ça promet pour l'avenir. Voilà, pour moi, ça promet pour l'avenir, clairement. Mais je vois pas l'utilité en soi de mettre tout ça dans une petite console comme ça, en fait.
Enfin bref, voilà, ça, il y en a sur moi qui s'appelleront CMSI, il y a un petit menu ici, là, spécifique. La machine, elle a l'air plutôt jolie. La conception, on voit qu'il y a énormément de trous là, d'aération là. Donc à voir si elle chauffe, si la chaleur a été bien gérée aussi à ce niveau-là. Mais ça reste quand même une machine aux alentours de 800 $, hein. Donc c'est pas donné, hein. C'est carrément le prix d'un PC là en fait, hein. Donc c'est pour ça que pour moi, aucune utilité clairement, hein. À 800 $, je préfère acheter un PC, même si j'en ai déjà un, je préfère en acheter un petit à 800 $, même d'occasion, et avoir un deuxième PC à côté, et je l'utiliserai pour faire d'autres tâches, et j'en aurai plus d'utilité, quoi. Enfin bon, voilà. On enchaîne, les amis, avec la prochaine news, et là, on a Asus qui dévoile un GPU, donc une RTX 4090, sans connecteur, donc sans les fameux connecteurs 12 VHPWR, vous savez, les connecteurs qui crament là. Donc cette fois-ci, c'est directement relié directement à la carte mère, et c'est la carte mère qui se gère d'envoyer les 600 watts à la carte, en gros, en tout cas jusqu'à 600 watts. Et donc ça c'est cool parce que du coup, ben, je pense que c'est le futur, hein. Je pense que bientôt on n'aura plus du tout de câbles sur nos cartes graphiques. Il y aura de moins en moins de câbles sur nos PC, donc ça c'est une bonne chose, parce que c'est pas toujours très esthétique. On voit qu'il y a aussi beaucoup de soucis avec les câbles de chez Nvidia, beaucoup de retours, les câbles brûlent, donc ça craint. Alors espérons que cette technologie-là soit cette fois-ci testée correctement et qu'il n'y ait pas d'autres surprises, hein, parce que là, va falloir que la carte mère fasse traverser les watts de l'alimentation à la carte graphique. Donc c'est la carte mère qui fera en fils d'intermédiaire. Donc espérons que la carte mère puisse correctement gérer ça aussi, hein, qu'il n'y ait pas de court-circuit entre la carte graphique et l'alimentation. Donc là, il va falloir quand même faire attention à ne pas acheter n'importe quelle carte mère. Il va falloir acheter des cartes mères avec des bobines de très haute qualité, et des transferts, euh, va falloir bien vérifier les alimentations de la carte mère, hein. Là, clairement, il va falloir pas acheter n'importe quoi pour pas se retrouver avec une carte mère qui brûle à cause de ça. Enfin voilà, on verra bien, et en espérant que ça brûle pas aussi à ce niveau-là, hein, avec la chaleur générée, autant de watts qui passent par là, à voir. À voir, en espérant qu'ils étudient ça correctement. Donc ça, on verra ça. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec les spécifications requises pour le prochain jeu. Donc c'est Suicide Quad. Suicide Squad. Voilà. Prochain jeu qui arrive. Je sais pas si ça intéresse. J'ai pas forcément entendu beaucoup parler de ce jeu-là. Je me suis pas plus renseigné. J'attends un peu plus. Je verrai bien la sortie. Après, c'est pas forcément mon type de jeu, ça, mais c'est intéressant. C'est un peu comme ceux qui aiment bien Spider-Man, tout ça. Voilà, je pense que c'est destiné à ce public. Puis le jeu a l'air de tourner sur un moteur, sur Unreal Engine 5, de ce que je vois, sauf si je dis des bêtises. Ça a l'air d'avoir été bien géré, et c'est là qu'on se rend compte qu'en ultra, bah, si vous voulez jouer en 4K ultra avec les options en élevé à 60 fps, bah, il va falloir un Ryzen 7 7800X 3D ou un i7 12700K. Et en carte graphique, il vous faudra une 7900 XT ou une 3080. Alors ça, c'est quand même... Ce qui est incroyable, c'est que déjà, on va pas se mentir, le jeu est gourmand. Clairement, le jeu est gourmand. On sait que le moteur Unreal Engine 5 est très gourmand aussi, qui est très compliqué à optimiser. Donc ils ont peut-être réussi à l'optimiser correctement, mais du coup, bah, il va falloir de la puissance pour pouvoir le faire tourner en 4K 60. Ça se peut que le jeu tourne très très bien en 4K 60, sans lag, sans problème, mais du coup, il vous faudra une carte graphique assez puissante quand même. Mais ce qui est bizarre, quand même, c'est qu'ils disent qu'il faut un processeur, c'est un 7800X3D ou un Intel 12700K. Déjà, au niveau des jeux, il y a déjà un monde entre les deux processeurs-là, au niveau de la puissance brute en jeu. Et entre la 7900 XT et la 3080, il y a aussi un autre monde, clairement. Donc, soit le jeu a été clairement mieux optimisé pour Nvidia, parce qu'une 3080, c'est clairement inférieur à une 7900 XT pour moi, hein.
Et une 12700K, c'est clairement inférieur à un 7100X3D, je dis bien en jeu. Donc, soit le jeu a été correctement optimisé pour Intel et Nvidia, il y a peut-être un partenariat encore entre les deux là, ce qui m'étonnerait pas. Mais sinon, là, il y a clairement un problème. Il y a clairement un problème parce que la 3080 n'est pas au niveau de la 7900 et le 12700 n'est clairement pas au niveau d'un 7800 X3D. Donc là, il faudrait quand même expliquer le délire parce que le 7800 X3D fait quasiment jeu égal à 12 000, à 14 900 en jeu. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher à comprendre plus. Hein. C'est tout simplement ils ont poussé beaucoup plus sur Nvidia et Intel. Hein, voilà. Sûrement dû encore avoir un accord à ce niveau-là. Donc en espérant que ça tourne bien à la sortie chez AMD, sur les cartes AMD. On verra bien. On verra bien tout ça. Bon, on continue cette fois-ci avec le DisplayPort 2.1a qui améliore les performances. Donc accrochez-vous, maintenant on va pouvoir passer en 8K, faire passer par le câble de la 8K jusqu'à 240 Hz. C'est abusé. C'est-à-dire que les mecs sont déjà en train de bosser sur des écrans 8K et en 240 Hz. Là, ça commence à aller à une vitesse phénoménale. Déjà qu'on commence à avoir des écrans 4K à plus de 200 Hz, taper dans les 300 Hz et tout. Là, ça y est, ils se sont lâchés les mecs. Là, on va commencer à avoir des écrans 8K, 240 Hz qui vont arriver, alors qu'on attend encore les 120. Je pense que ça va arriver plus vite qu'on le pense en fait. Là je pense ils commencent à gérer les technologies correctement, les écrans, ils savent comment bien faire maintenant. Je pense que la 8K maintenant c'est de la rigolade pour eux. Et alors certes le câble est en avance par rapport à la technologie, mais c'est pas sûr. Ça se peut que dans les usines ils sont déjà en train de travailler sur ça, sur des écrans de ce type. Ce qui me choquerait pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà des écrans 16K, même 24K qui existent. Hein. C'est juste que ce ne sont pas des écrans destinés à nous principalement. C'est souvent des écrans très géants qui sont dans les rues de Tokyo, ce genre de choses. Mais ce genre de résolution existe déjà depuis bien longtemps. Mais rendre ces résolutions dans un petit écran, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Mais on voit bien que maintenant ils arrivent. Ça y est, les écrans 4K en moniteur PC commencent à arriver en masse avec plus de 200 Hz. C'est que la technologie, c'est bon, ils la maîtrisent et il n'y a plus de soucis à ce niveau-là, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'était pour ceux que ça intéresse, ce type de câble. Ensuite, on continue avec NVIDIA G5 Pulsar. Donc voilà, encore une nouvelle technologie qui va sortir chez NVIDIA. Donc c'est sûrement une technologie logicielle cette fois-ci et non hardware. Alors, d'après ce qu'il dit, ça pourrait supprimer le stuttering, donc les bégaiements en jeu, et attendez que je retrouve. Donc fini le stuttering et fini le tearing. Alors, en gros, et maintenant fini la faible clarté et netteté visuelle. Bon, ça c'est pour vendre, clairement, on va pas se mentir. Je pense que même s'ils y arriveraient à faire ça, il y aura sûrement encore de la latence, comme à chaque technologie, à chaque fois qu'on active, on ressent tout le temps de la latence, que ce soit les FSR, alors les DLSS moins, puisque là on est vraiment sur une puce spécifique dans le GPU qui gère ça, donc c'est quand même supérieur à tout ce que fait AMD, parce qu'AMD on est beaucoup sur des puces, on est beaucoup sur des logiciels du coup. Au niveau du FSR, tout ça, c'est clairement logiciel. Et on ressent énormément de latence du coup dû à ça. Alors fini le stuttering, alors ça dépend quel stuttering on parle, parce que si on parle du stuttering en jeu, la plupart du temps c'est dû à des mauvaises optimisations de driver et dû à des mauvaises optimisations clairement des jeux. Le tearing, bon ça ok, s'ils arrivent à le supprimer, c'est plutôt bien finalement. Ce serait plutôt pour le tearing en soi, parce que le stuttering, pour moi ça n'a rien à voir avec les technologies là, on parle de le stuttering, pour moi, c'est des bégaiements qui sont dus comme ce que je vous ai dit là, juste avant, en fait. Voilà. Et le tearing, c'est quand on va un peu trop vite, quand l'écran n'a pas le temps de synchroniser les images, et du coup, vous voyez un peu des images faire comme ça, des vagues comme ça, voilà. Quand vous n'avez pas la V5 activée, en fait, vous aurez ça, la V5 ou Free 5, vous aurez du tearing. Donc c'est vrai que ça peut être chiant,
sur pas mal de jeux. Moi qui n'utilise quasiment jamais la V5 sauf sur certains jeux, c'est vrai que ça peut être chiant. Après, on s'y habitue à force, on n'y fait plus attention. Mais ça pourrait être intéressant de supprimer le tearing sans activer la V5 ni le FreeSync et du coup sans perdre de latence. Ça serait le top du top. Alors je sais pas s'ils y arriveront avec cette technologie-là ou alors avec une autre qui sera sûrement hardware avec une puce intégrée et tout. Mais là, pour le moment, là, le seul moyen de ne pas avoir de tearing, c'est d'activer le FreeSync ou la V5. Et la FreeSync, pareil, il faut être entre la plage qui dit au niveau des hertz pour que ça fonctionne. Il n'y a que là qu'on n'arrive pas à avoir de tearing, mais du coup, on a la latence qui augmente. Bref, donc voilà, de toute façon, ils vont nous sortir une technologie. Tous les 2 mois, on va avoir une nouvelle technologie qui vont nous sortir et arriver aux prochaines cartes graphiques. Tout ça, ils vont nous la foutre dans une puce et ils vont nous la vendre comme un DSS4. Ça va se passer comme ça et ainsi de suite, c'est sûr. Allez, on enchaîne avec un fauteuil très haut de gamme, donc de chez Riser, qui viennent de sortir. C'est apparemment le premier avec un moteur comme ça intégré au niveau pour pouvoir en gros s'adapter à vos lombaires et à la forme de votre dos aussi, le creux que vous avez dans votre dos. Donc apparemment ce serait le premier fauteuil au monde à gérer cette technologie-là et du coup pouvoir vous apporter un confort maximal. C'est top, c'est vraiment top d'inclure toutes ces technologies. Alors ça c'est le genre de technologie qui existe déjà dans les sièges auto, hein. Même siège maçon, tout ça, lombaire, machin. Donc, faut pas s'étonner si bientôt on se retrouve avec des sièges maçons. Ça se peut que ça existe déjà, hein, des fauteuils gamer maçons, mais je suis pas sûr. À vérifier. Et voilà, il y a une très bonne qualité apparemment au niveau des matériaux utilisés, des tissus utilisés. On a le choix entre du cuir et du tissu. Donc, il y a 2 modèles. Et ce qui est incroyable, c'est que la version en tissu est respirante. Mais de plus, elle est résistante à l'usure, à l'eau, à l'huile et même à la saleté. Alors ça, c'est hallucinant. Je me demande bien quel type de tissu, à quel niveau il a été tressé pour que tout ça puisse être possible. Donc ça, faudrait m'expliquer quand même. Ça, j'aimerais bien le voir de mes propres yeux et voir quel type de tissu, si ce tissu n'a pas été mélangé à d'autres matières pour y arriver. Parce que là, il faut clairement que ça soit hydrophobe. Et il y a pas de 1000 façons. Euh, de rendre un matériau hydrophobe. C'est soit il faut le traiter avec un produit, soit, soit il faut le recouvrir d'un matériau spécifique en fait. Donc ça, je suis curieux de voir comment ils en sont arrivés à ça, à rendre un tissu hydrophobe et résistant à tout ça, quoi. Donc ça, à voir. Voilà, donc ça, c'est un fauteuil qui coûtera environ 700 euros. Garantie 3 ans, 700 euros. Voilà, donc si ça peut en intéresser certains, pourquoi pas. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, ça, c'est pas une news récente en soi, mais voilà, je tenais quand même à vous le partager. Et là, on est sur un PC portable de Lenovo avec une RTX 4090. Donc en gros, tous les derniers composants sont dedans. Attendez, on va aller voir dans les spécifications techniques si. Bon, ok, ça veut pas. Ah, attendez, est-ce qu'on trouve. Voilà. Voilà, donc on est sur une RTX 4090 bridée à 16 Go. Elle est carrément bridée, même beaucoup. Moi, je pense qu'il aurait même pas, faudrait même pas l'appeler 4090 parce que quand on voit comment elle est bridée au niveau des watts et tout, je pense qu'on est loin au niveau d'une 4090 de bureau. Donc, je pense que vu comme elle a été bridée, on serait plutôt au niveau d'une 4070, je pense, hein. Bon, en tout cas, la particularité, c'est que ce PC est refroidi sous eau. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça prouve que ça évolue énormément. Il est déjà optimisé par l'IA, donc il y a déjà pas mal de puces pour l'intelligence artificielle qui sont dedans. Et voilà, au niveau du refroidissement, on est sur un PC portable refroidi à l'eau, entre guillemets, mais qui coûte un sacré prix en tout cas. Voilà, ça c'est quand même incroyable
le prix. Donc voilà, je sais pas si vous voulez aller faire quelques petites recherches sur ce PC portable. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça me dérange pas les PC portables, j'aime bien que ça évolue et tout. Par contre, j'ai jamais compris les tarifs en fait. Quand je vois des tarifs comme ça pour au final, soi-disant me vendre le PC comme avec une RTX 4090 refroidi à l'eau, tout le blabla, et que dans l'espèce, on voit que la machine, déjà, elle est bridée au niveau de la VRAM, et qu'en plus, on est sur un TGP de 150 watts, sachant que la carte de base développe plus de 400 watts. Faut pas renommer la carte en 4090, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien de prendre une 4090 et de la brider autant pour en arriver à là. Dans ce cas-là, il partait directement sur une 4060, une 4070. Donc voilà, il y a des trucs comme ça que je ne comprends pas. Et il y aurait, alors je sais pas si c'est une ou l'autre le choix, au niveau du choix, mais ou alors il y a deux cartes graphiques intégrées dedans, ça je sais pas. C'est peut-être pour ça du coup qu'ils ont bridé autant, mais dans ce cas-là, ils mettaient 2460 ou deux 4070 en fait. Donc voilà, j'ai pas, c'est ça que je comprends jamais sur les PC. Et au final, ils vous le vendent à un prix phénoménal, quoi. Voilà, et vous savez quoi, on va terminer du coup sur le jeu de la semaine, la prochaine sortie. Donc c'est un jeu qui est prévu pour le 19 janvier 2024. Il s'appelle Palworld. Le jeu sort en accès anticipé sur Steam, sur PC et Xbox, principalement dans le Game Pass aussi. Et vous y aurez accès dès le 19 janvier 2024. Donc c'est un jeu qui mélange un peu Pokémon, Monster Hunter. Alors attendez, comment je peux mettre? Voilà. C'est un petit jeu qui a l'air très sympathique, qui mélange un peu les Pokémon, qui mélange un peu Fortnite, qui mélange un peu Monster Hunter pour ceux qui connaissent. Et il y aura un mode solo, multijoueur. Il y a plusieurs autres modes multijoueurs qui arriveront par la suite. Donc moi, je suis impatient de pouvoir tester ce jeu dès sa sortie et voir bah, si vraiment il est bien. Et le jeu est censé être développé encore un an avant de sortir en version finale. Donc voilà, c'est un jeu qui a été créé par un studio japonais. Et pourquoi pas, ça change un petit peu et puis ça casse un peu les codes. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, les amis, ce Tech Actu se termine là. Voilà, j'ai essayé de vous prendre quelques infos. Il n'y avait rien d'extraordinaire ces dernières semaines, à part les sorties des RTX 4000 Super. Il n'y a rien de ouf cette semaine. Il y a eu quelques nouveautés, comme vous avez pu voir, quelques infos, mais en soi, rien d'extraordinaire. Donc, on verra bien la semaine prochaine. Et je referai un Tech Actu à ce moment-là. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir par la suite. Je vous en dis pas plus. Et en tout cas, si mes vidéos vous plaisent, voilà, n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao.